Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la section 3.2 du cours MCV 4U où on va étudier la dérivée seconde et comment est-ce que la concavité et les points d'inflexion vont nous donner des informations sur le graphique. Alors, commençons ici par déterminer un petit peu une définition de ce qu'est la concavité. Alors, si on a une fonction f de x qui est dérivable et dont la dérivée seconde est définie sur un intervalle ouvert AB. Ce que l'on a, c'est que le graphique de f est concave vers le haut. Donc, concave vers le haut si f' de x, donc si la dérivée est croissante sur l'intervalle AB. Donc, il faut que la dérivée soit en train d'augmenter sa valeur. Et c'est-à-dire que si la fonction qui est ici est croissante, ça veut dire que la dérivée de cette fonction-là, donc ici la dérivée seconde, elle doit être positive. Et ce, pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle AB. Donc, on a déjà vu ce concept-là, sauf qu'on l'a étudié pour f de x versus f' de x, mais là, on utilise f' de x comme étant la première fonction et sa dérivée. Donc, dans le graphique qui est ici, si ça, c'est f de x, si on regarde ce qui se passe au niveau des tangentes, donc f' de x, ici, les pentes sont négatives, 0 et ensuite positive, positive. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à la valeur de la pente? Bien, comme je passe de négatif à 0 à positif, les pentes sont en train de croître. Elles deviennent de plus en plus grandes. Alors, partout sur l'intervalle qui est ici, on va avoir une dérivée seconde qui est positive puisque f' de x est en train de croître. Et à ce moment-là, c'est là que l'on voit naître une concavité vers le haut. Donc ici, la fonction est concave vers le haut. Et de la même façon, on va définir la concavité vers le bas. Donc, on va dire que le graphique de f est concave vers le bas. Si f' de x est décroissante sur l'intervalle AB, c'est-à-dire si la dérivée seconde, si f' de x est négative pour tous les éléments de x qui appartiennent à l'intervalle AB. Donc, de la même façon ici, voici une concavité vers le bas. Si j'observe les pentes qui sont ici, elles sont positives, mais de plus en plus petites, égales à 0 et s'en viennent négatives par la suite. Alors, les pentes sont en train de diminuer partout jusqu'à temps qu'on arrive ici. Alors, tout ceci, ça définit une concavité vers le bas. Donc, la fonction est concave vers le bas. Et voilà. Donc, 4 cas possibles ici de concavité. Ce ne sont pas des concavités qui sont complètes en soi, mais donc, si on observe ici, j'ai cette portion d'une fonction f de x ici. Si je regarde la dérivée première, donc les pentes des tangentes, quel est le signe de ces pentes-là? Bien, elles sont partout positives. Donc, f' de x est positive et qu'est-ce qui arrive à la dérivée seconde? Elles sont positives, les pentes, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de diminuer. Donc, si f' de x est en décroissance, f' de x sera négative. D'un autre côté, on voit ici qu'on est dans le début d'une concavité qui est vers le bas, comme ça ici. Si je regarde l'autre portion, je vais sauter tout de suite ici parce qu'on est en train de terminer, si on veut, l'étude de cette concavité vers le bas là. Donc ici, j'aurais pour le premier exemple, j'ai ma concavité vers le bas. Puis de l'autre côté ici, j'ai mes pentes f' qui sont négatives, négatives, mais elles deviennent de plus en plus petites cette fois-ci. Donc, mes pentes
sont négatives et elles sont en train de décroître quand même. Donc, c'est la continuité de tantôt. Donc, tout ça, encore une fois, c'est une concavité vers le bas. Je vous indique dans un instant pourquoi elles sont dans deux catégories différentes. Si je m'en viens ici maintenant, encore une fois, f de x, les pentes, elles sont ici positives et elles sont en train de devenir de plus en plus grandes. Donc, f' de x est positive, f' de x est aussi positive. Cette portion de fonction-là, elle est concave vers le haut. Qu'est-ce qu'elles ont, ces deux fonctions-là, en commun? Pourquoi sont-elles dans une catégorie? Bien, f de x, qu'est-ce que f de x fait dans les deux cas? Bien, f de x dans les deux cas, elle est croissante. Donc, f de x est croissante. Alors, tout ceci pour démontrer que la croissance pour la fonction f de x, elle peut se faire autant dans une concavité vers le bas que dans une concavité qui est vers le haut. Même chose de l'autre côté ici. Si je regarde encore une fois l'évolution de mes pentes, pente négative, pente négative, pente négative, mais elles sont en train de devenir de plus en plus grandes par contre. Alors, ici, mes pentes sont négatives, mais elles sont en train de croître. Alors, c'est ce qui définit ici ma concavité vers le haut. Et même question que tout à l'heure, qu'est-ce que ces deux portions de graphique-là ont en commun au niveau de f de x comme tel? Bien, f de x est en train de décroître dans les deux exemples. Donc, f de x est décroissante. Alors, on peut tirer la même conclusion que tout à l'heure. La décroissance pour la fonction f de x, elle peut autant se faire dans une concavité vers le bas que dans une concavité qui est vers le haut. Donc, si je prends toute une concavité vers le bas raboutée ensemble, donc colonne 1 et colonne 3, bien, une portion de la concavité vers le bas va représenter une croissance pour la fonction f de x et la deuxième portion de la concavité vers le bas va représenter une décroissance pour f de x et ce serait la même chose pour l'ouverture qui est vers le haut. Donc, passons à la page suivante. Détermine les intervalles de concavité. Donc, on veut connaître pour quelle valeur de x est-ce que la fonction f de x est concave vers le haut et quand est-ce qu'elle est concave vers le bas. Donc, comme la concavité, elle se définit avec la dérivée seconde, bien entendu, on va devoir dériver notre fonction, mais pas juste une fois, mais deux fois. Commençons par une première fois. F' de x, bien, je vais prendre 1 tiers fois 3 qui va me donner 1. Et ensuite de ça, mon x à la 3 devient x à la 2. Donc, ça me fait 1 x à la 2. Et le deuxième terme, ça va me donner moins 6x. Donc, voici la dérivée première. La dérivée seconde, eh bien, j'aurai 2x et ensuite moins 6. Comme on l'avait fait pour la dérivée première dans l'autre unité, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir le signe de f' de x. Donc, je veux savoir quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive. On va donc aller chercher un point critique. On sait que si la fonction passe par 0, bien, il y a des bonnes chances qu'elle change de signe. Autrement, elle ne peut pas changer de signe sans passer par 0. Donc, allons chercher quelle valeur de x me donne une dérivée seconde qui est nulle. Et cette valeur de x-là, bien, c'est 3. Donc, pour x égale 3, la dérivée seconde, elle est nulle. Faisons un petit tableau de signes. Donc, pour x ici, f' de x là, lorsque x vaut 3, ma dérivée seconde est nulle. Allons chercher une valeur qui se trouve ici. Disons x égale 0. Je prends mon x égale 0 et je l'évalue dans la fonction de la dérivée seconde. Si je remplace x par 0, ça me fait 0 moins 6, donc négatif de moins l'infini jusqu'à 3. Et ensuite de ça, plus grand que 3, si je prends x égale 4, disons. Si je remplace 4 ici, ça me fait 8 moins 6, donc 2, une valeur qui est positive. Ça m'indique quoi? Ça m'indique que ma dérivée seconde est en train de décroître et que ma dérivée première est en train de décroître et que ma dérivée première est en train de croître. J'ai donc ici une concavité vers le bas pour la fonction f de x parce que ma dérivée seconde est négative. Puis à partir d'ici, bien mon signe change, donc ma concavité doit changer.
J'aurai donc une concavité vers le haut ici. Donc, vers le bas, vers le haut. Alors, qu'est-ce qui arrive à la croisée de deux concavités comme ceci? On en a déjà parlé. Il s'agit d'un point d'inflexion. Ça s'en vient, bien entendu, c'est dans l'encadré juste en bas, mais j'aime ça prendre l'avance et faire des liens. Donc, voici un point d'inflexion. Alors, si je résume ici, f de x, donc ma fonction initiale, on va commencer à se mélanger entre f de x, f' de x, puis f' de x. Donc, on est de retour dans f de x. On va dire qu'elle est concave vers le haut. Donc, vers le haut, lorsque x, quand est-ce qu'elle est concave vers le haut? Quand la dérivée seconde est positive, donc lorsque x est plus grand que 3. Et ensuite de ça, f de x est concave vers le bas lorsque x est plus petit que 3. Alors, voici comment on détermine les intervalles de concavité. C'est la même chose, même procédure que lorsqu'on cherchait les intervalles pour lesquels f de x était croissante ou décroissante et qu'on faisait ça à partir de la dérivée première. Donc ici, on a un petit tableau à remplir, mais un grand tableau à remplir en fait. Allons voir de quoi il s'agit. Donc, on parle des points d'inflexion ici. Donc, on a plusieurs petites choses à définir. Si on s'en vient dans le grand tableau qui est là, on a plusieurs situations. Donc, on a un « ou » ici qui est important parce qu'on vous présente deux cas possibles. Alors, un premier cas possible. On définit une valeur de C qui représente une valeur de X particulière, puis on dit que pour cette valeur de X-là, la dérivée seconde est nulle. Donc, allons voir qu'est-ce qui peut se passer à gauche et à droite de cette valeur de C-là. Un premier scénario, comme on l'a vu en fait, ma dérivée seconde peut passer de positive à négative. Donc, si elle passe de positive à négative, ça veut dire que je passe d'une concavité vers le haut à une concavité vers le bas. J'ai donc un point d'inflexion en x égale c. Ensuite de ça, ça pourrait être l'inverse. La concavité pourrait être d'abord vers le bas, passer par 0, et ensuite de ça, devenir positive, donc concave vers le haut. Dans les deux cas, lorsque le signe de la dérivée seconde change lorsque la fonction passe par 0, il s'agit d'un point d'inflexion. Donc, en C, f de C, il y a un point d'inflexion. Donc, très important ici, notez-le, pour qu'il y ait un point d'inflexion, il faut que le signe de la dérivée seconde change d'un bord à l'autre d'une valeur qui donne une dérivée seconde nulle. Très important. Donc, deux scénarios ici. On a déjà vu ce petit graphique-là. Donc, si je passe, par exemple, d'une concavité vers le bas, concave vers le bas, à une concavité vers le haut, on le voit très bien ici, la transition, concave vers le haut, bien, à ce point-là ici, j'ai mon point d'inflexion. Je vais juste écrire PI ici pour point d'inflexion. Parfait. Ensuite de ça, si je regarde le deuxième exemple ici, puis faites attention parce que le tableau peut porter à confusion. Cet exemple-ci se rapporte encore à la description qui est ici en haut et non pas à la description qui vient à droite. Donc, faites bien attention. Donc, ici, tout ce qu'on vous illustre, c'est qu'on peut passer d'une concavité vers le bas, bien qu'elle soit partielle, hein, mais si je continuais ici, je verrais vraiment mon espèce de U à l'envers. Donc, je passe d'une concavité vers le bas, à une concavité vers le haut qui est juste ici. Donc, encore une fois, vers le haut, je vois apparaître dans la transition comme telle mon point d'inflexion. Donc, ma dérivée seconde ici serait négative et ensuite, elle deviendrait positive. Ce qu'on veut vous illustrer dans l'encadré qui est ici, c'est que, comme on en a déjà parlé, si à tout hasard, votre dérivée
seconde était positive à gauche et à droite d'un point pour lequel la dérivée seconde est nulle, et ou l'inverse, si elle est négative à gauche et elle est négative à droite, comme il n'y a pas de changement de signe, CF de C n'est pas un point d'inflexion. Et la raison, mais je viens de vous la donner, il n'y a pas de changement de signe. Donc, point d'inflexion ici, il n'y en a pas quand la dérivée seconde ne change pas de signe à gauche et à droite. Alors voilà, un des exemples que je pourrais vous montrer, en fait, j'aurais aimé ça vous en montrer un. Si on prend la fonction suivante, fonction de base f de x égale x à la 4, si je dérive cette fonction-là, j'obtiens 4x à la 3. Et si je dérive à nouveau f', j'aurai ici 12x à la 2. Donc, observons le premier graphique. Ici, tout le monde est d'accord que j'ai une concavité qui est vers le haut, partout, partout, partout. Ensuite de ça, si je faisais le signe de la dérivée seconde, et la dérivée seconde, elle serait nulle pour x égale 0, n'est-ce pas? Donc, 12 fois 0 à la 2, ça me donnerait 0. Donc, mon point critique ici, ce serait lorsque x égale 0. Puis, si je m'en viens à la gauche, si je mets moins 1 là-dedans, bien, c'est encore positif. Et si je mets plus 1 là-dedans, c'est encore positif. Donc, la dérivée seconde, elle est positive à gauche et à droite d'un point où elle est nulle. Et on voit très bien ici qu'il ne s'agit pas d'un point d'inflexion à x égale 0. La fonction, elle est concave vers le haut partout. Donc, fin de la parenthèse, on va aller à l'exemple 2. Donc, à l'exemple 2, on demande de déterminer les coordonnées du point d'inflexion de la fonction suivante. Bien, j'espère que vous la reconnaissez, c'est la même fonction qu'on vient de dériver 2 fois. Et on venait tout justement d'identifier qu'il y avait un point d'inflexion à x égale 3. Donc, on veut connaître les coordonnées du point d'inflexion, mais je connais déjà la valeur de x. Donc, je reviens dans la fonction f de x et je remplace x par 3. Donc, f de 3 devient 1 tiers fois 3 à la 3, moins 3 fois 3 à la 2. Et ça va nous donner ici, j'ai 1 tiers fois 27, moins 27 à nouveau. Donc, ça va me donner moins 18 ici. Ce qui veut dire que mon point d'inflexion a comme coordonnées xy les valeurs de 3 et moins 18. Voilà. L'exemple 3. L'exemple 3 en est un d'envergure. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Comme la plupart de ces choses-là, on les a vues en classe, tout ce qu'on rajoute à cet instant-ci, c'est les intervalles de concavité et les points d'inflexion qu'on vient de voir. Ce que je vais faire, c'est, bon, d'abord, je vais lire la question avec toi, puis ensuite de ça, je te laisse du temps. Vous pèserez sur pause, faites-le, puis ensuite de ça, vous regarderez la solution, elle sera là pour vous. Donc, on vous demande d'analyser. Quand tu analyses, tu vas chercher toutes les caractéristiques de ta fonction f de x. Là, on vous le détaille un petit peu plus. Analyse. Donc, ce qu'on veut que tu fasses, déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction f de x, déterminer les points maximum et minimum locaux, les intervalles de concavité et les points d'inflexion. Donc, si je fais une petite révision avec vous autres, déterminer les intervalles de croissance et décroissance, il va falloir aller déterminer quand est-ce que la dérivée première est positive, quand est-ce que la dérivée première est négative. Pour ce faire, je dois trouver les valeurs pour lesquelles la dérivée première est nulle et grâce à ça, je vais pouvoir aller chercher mes points max et mes points min. Ensuite de ça, j'aurai besoin des intervalles de concavité, c'est-à-dire les intervalles de x pour lesquels la dérivée seconde est positive pour les concavités vers le haut, négative pour les concavités vers le bas. Et pour trouver ça, il faut trouver les valeurs de x pour lesquelles f' de x est nul, ce qui va m'amener à déduire la position des points d'inflexion. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on va faire un tableau de signes, je vous recommande de tout mettre dans un seul tableau, les valeurs critiques pour f' de x et f' de x. Donc, quand vous faites vos axes comme ceci, là, dans les valeurs de x, venez placer ici
toutes les valeurs de x qui rendent soit f' de x nul ou f' de x nul et aller chercher vos intervalles dans le même tableau. C'est pas toujours facile, mais vous êtes capable. Donc, pesez sur pause, faites-moi ça, vous allez en avoir pour quelques minutes et la solution va vous attendre. Voilà donc la solution. Premièrement, on va chercher la dérivée première, donc on dérive la fonction f de x. Voici le polynôme correspondant. Si on factorise, voici la forme factorisée. De là, j'ai besoin d'aller chercher les valeurs de x pour lesquelles la dérivée première est nulle. Donc, je vais aller chercher ici quelles sont les valeurs qui rendent chacun de mes facteurs nuls. Il s'agit de 3 et de moins 1. On s'en vient ici maintenant. On va chercher la dérivée seconde. Et là, je vous recommande de remonter à la forme polynomiale, beaucoup plus simple à factoriser qu'un produit de fonctions. Donc, on revient ici, on dérive, ça nous donne 6x moins 6. Même affaire, je vais chercher quelle valeur de x rend ma dérivée seconde nulle, et il s'agit dans ce cas-ci de la valeur de 1. Alors, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que dans le tableau de signes, on est rendu au point numéro 3, je vais aller mettre toutes les valeurs que j'ai trouvées, soit moins 1 parce qu'on y va en ordre croissant, et ensuite 3. Donc, mes 3 valeurs critiques sont ici dans le haut. J'ai bien surligné ici les intervalles que cela crée. Donc, le moins 1 et le 3 sont importants pour la dérivée première. J'ai donc 3 intervalles ici qui sont définis par les 2 valeurs critiques qui s'adressent à f' de x. Et le 1, pour la dérivée seconde, il délimite, si on veut, 2 intervalles possibles. Donc, je vais aller chercher pour chacun de mes intervalles le signe de la dérivée qui est important. Donc, pour ici, je vais chercher une valeur, si je prends, mettons, moins 2, que je mets ça dans ma dérivée première, peu importe dans laquelle des formes, j'obtiens une valeur positive. Maintenant, dans l'intervalle moins 1, 3, je n'ai qu'une seule valeur à aller essayer. J'ai mis plein de petits moins partout juste pour représenter que le moins s'adresse de là jusqu'ici. Puis je vais avoir besoin, en fait, d'analyser le signe avec la dérivée seconde dans un instant. Alors, tiens, pourquoi pas prendre 1, il est là devant mes yeux. Si je remplace 1 dans mon équation qui est ici, cette valeur-là représente tout ce qui se passe entre mes deux valeurs critiques et ça me donne une valeur négative partout entre mes deux zéros. De l'autre côté, si je prends 4, j'analyse ici, j'évalue, ça me donne une valeur qui est positive. Donc, de là, si on veut, je peux tout de suite commencer à dessiner une esquisse de f de x. Parce qu'avec la dérivée première, je sais que si elle est positive, ma fonction est croissante. Et si elle devient négative, je sais que ma fonction, elle est décroissante. Ensuite de ça, de l'autre côté ici, ça passe à 0 et après, elle va devenir croissante. Et on voit se dessiner même les différentes concavités. Allons voir ça. Pour la dérivée seconde, j'ai donc 2 intervalles ici à évaluer. Tout ce qui vient avant 1 et tout ce qui vient après 1. Si je prends une valeur, ben pourquoi pas le moins 1, je la mets dans ma dérivée seconde et ça me donne une valeur négative. Donc, partout, pour toutes les valeurs de x qui sont inférieures à 1, la dérivée seconde, elle va être négative. Et qu'est-ce que je vois ici? Bien, je vois justement ma concavité vers le bas, partout où ma dérivée seconde est négative. De l'autre côté maintenant, si je prends une valeur de x, disons 3, et que je viens la remplacer ici dans ma fonction de dérivée seconde, ça va me donner des valeurs positives partout, pour tout ce qui est plus grand que 1. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce point-ci, j'ai maintenant une concavité qui est vers le haut, puisque pour toutes ces valeurs-là, ma dérivée seconde, elle est positive. Alors, de ça, je peux aller tirer toutes les conclusions de l'analyse, donc tout ce qu'on me demandait dans la question. Donc, partout où f' de x est positive, ma fonction f de x, elle est croissante. Alors, pour tout ce qui est plus petit que moins 1, tout ce qui est plus grand que 3. Ensuite de ça, f de x est décroissante lorsque la dérivée première est négative. Donc, partout entre moins 1 et 3. Maintenant, j'ai besoin des coordonnées des max et des min. Donc, je dois aller évaluer la fonction pour mes valeurs critiques de la dérivée première. Donc, si x vaut moins 1, f de moins 1 vaut 20, on remplace dans f de x. Et même chose ici, si x vaut 3, f de 3 vaut moins 12. Donc, ici, croissance qui devient décroissance, ça délimite un max. Décroissance qui devient croissance, ça délimite un
ça délimite un min. Donc, j'ai un max local à moins 1,20 et j'ai un min local à 3, moins 12. Finalement, je m'en vais voir ma dérivée seconde. La fonction initiale est concave vers le haut partout lorsque x est plus grand que 1, parce que c'est là que ma dérivée seconde est positive. Et partout plus petit que 1, j'ai une concavité vers le bas, puisque ma dérivée seconde, elle est négative. Et finalement, j'ai besoin de la coordonnée x, y de mon point d'inflexion. Ça arrive ici, parce que j'ai un changement de concavité vers le bas à une concavité vers le haut. Donc, ma dérivée seconde change de signe à gauche et à droite de x égale 1, là où ma dérivée seconde est nulle. Donc, j'ai un point d'inflexion à cet endroit-là. Donc, à 1, f de 1 vaut 4. Donc, les coordonnées de mon point d'inflexion sont 1 et 4. Donc, voilà pour cet exemple très complet. Bien, si vous trouviez celui-ci complet, on va en faire un encore plus complet de l'autre côté à l'exemple 4. Ici, donc, analyse, on ne vous donne pas de détails, mais essentiellement, on veut avoir exactement la même chose que tantôt, les intervalles de croissance, décroissance, les coordonnées des max et des min, les intervalles de concavité et les points d'inflexion. Donc, encore une fois, moi, je fais pause, je vous laisse travailler et la solution va vous attendre à votre retour. Alors, voici la solution. Même processus qu'à l'exemple 3. On trouve la dérivée première. Je l'ai factorisée. Je trouve les valeurs de x pour lesquelles la dérivée première est nulle. Quand je prends la valeur de chacun des facteurs égale 0, j'obtiens que x1 égale 0, x2 égale moins 1 et x3 égale 3,5, donc 1,5. À l'étape 2, je trouve ma dérivée seconde, encore une fois à partir de la dérivée première sous forme polynomiale, c'est beaucoup plus facile. Je sors un plus grand facteur commun et là, je ne suis pas capable de factoriser avec produit-somme, ce qui m'oblige à aller chercher les racines avec la formule quadratique, sans oublier la première racine qui se cache là-dedans. Donc, lorsque x égale 0, la dérivée seconde est nulle. Et ensuite de ça, avec la formule de moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a, je trouve les deux autres racines suivantes. Donc là, j'ai 5 valeurs à venir mettre dans mon tableau. Ici, je dis 5 bien qu'il y ait 6 encadrés. Il y a la valeur de x égale 0 qui revient dans les deux situations. Alors, je mets mes 5 valeurs. Celles qui rendent ma dérivée première nulle sont les 3 qui sont ici. J'ai donc 4 intervalles à analyser pour ma dérivée première. Même phénomène qu'on a fait tout à l'heure. Je me choisis des valeurs de x dans chacun des intervalles et je trouve le signe de ma dérivée première. Ici, ce qu'on observe, c'est que dans le premier intervalle, la dérivée première est positive. Dans le deuxième intervalle, elle est négative. Et là, elle est encore négative dans le troisième intervalle et elle redevient positive dans le dernier intervalle. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la dérivée seconde, les 3 valeurs qui rendent la dérivée seconde nulle sont celle-ci, celle-ci et finalement celle-là. J'ai donc 4 intervalles également à aller analyser pour la dérivée seconde. Je choisis une valeur dans le premier intervalle, la dérivée seconde est négative. Positive ensuite, négative ensuite, et on finit avec une dérivée seconde positive pour les valeurs qui sont plus grandes que 1,074. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, le moins nous rend un petit peu perplexe parce qu'on n'est pas habitué à ça. Si je regarde la concavité, la fonction f de x, elle est concave vers le bas jusqu'à cette valeur de x-là. Donc, si je simule ma concavité vers le bas, et ensuite de ça, je peux aller vérifier ce qui arrive au niveau de la dérivée première. J'ai donc une croissance ici et une décroissance jusque-là. Jusque maintenant, ça va bien. Ensuite de ça, je passe ici à une concavité vers le haut. Donc, la concavité vers le bas se termine et je retourne à une concavité vers le haut. J'ai donc un point d'inflexion ici. Donc, jusque-là, ça va encore bien parce que ma dérivée première, elle est négative, ce qui veut dire que ma fonction, elle est encore en décroissance. Maintenant, je passe d'une concavité vers le haut à une concavité vers le bas, mais ma dérivée première demeure négative, ce qui veut dire que ma fonction, elle continue de décroître.
Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a un point d'inflexion, mais qui est tellement prononcé que la tangente à ce point-là, elle est nulle. On arrive à un point extrême où, bien que ce ne soit pas un max ou un min, la dérivée ici, la pente de la tangente, elle est égale à 0. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion qui est un point de selle. Ça ressemble un peu à une petite selle de cheval. Alors, d'ici, la fonction continue de décroître, mais je tombe maintenant dans une concavité vers le bas. Rendu ici maintenant, j'ai un changement au niveau de la concavité, concavité vers le haut, mais ma fonction est séparée en deux. Décroissance et ensuite croissance à partir de la valeur de x qui est égale à 1,5. Donc, concavité vers le haut jusqu'à la fin, mais cette fois-ci, j'ai une portion qui est décroissante. J'atteins donc un min et ensuite une portion qui est croissante. Donc, si on résume le tout, on a beaucoup d'informations à aller résumer. La fonction va être croissante partout où la dérivée première sera positive, donc pour toutes les valeurs de x plus petites que moins 1 et pour toutes celles qui sont plus grandes que 1,5, et la fonction sera décroissante entre moins 1 et 0 et entre 0 et 1,5. Notez bien ici que comme je ne peux pas inclure la valeur de 0 dans mon intervalle, je ne peux pas juste dire de moins 1 jusqu'à 1,5 parce que ça l'inclurait le 0. On peut donc faire deux intervalles distincts comme ceci. Ensuite de ça, j'ai croisé un max et j'ai croisé un min, donc je vais évaluer ces valeurs-là dans F. Donc, ça me donne comme max local moins 1 et 7. Et la même chose ici pour la valeur de 1,5 où j'ai à ce moment-là un min local à 1,5 et moins 32,0625. Ensuite de ça, concavité sera vers le haut lorsque la dérivée seconde sera positive, donc entre moins 0,699 et 0, et ensuite pour tout ce qui est plus grand que 1,074, et concavité vers le bas lorsque x est plus petit que moins 0,699 et entre 0 et 1,074. Maintenant, mes points d'inflexion, j'en ai 3. J'ai donc 3 valeurs de x à aller évaluer dans F pour avoir les coordonnées complètes. Donc, si je résume le tout, les 3 points d'inflexion, moins 0,699 et 4,297. J'ai mon point d'inflexion qui est aussi mon point de selle à 0,0 et 1,074 et moins 19,981. Alors voilà, ça conclut l'exemple 4 et ça conclut la section 3.2. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me contacter et je vous encourage fortement à faire les devoirs de cette section-là. Merci beaucoup. Bye.